et bienvenue pour ce 35e épisode de Quantum, le podcast de l'actualité quantique, toujours avec Olivier Ezrati. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny, toujours au poste. Mon spécialiste du fact-checking qui a de plus en plus horreur du bullshit. En fait, tu as toujours eu horreur de ça, mais là, Oui, tu es en guerre contre. là, oui, je commence à me battre un peu plus fort. Bon, et puis toujours moi-même, Fanny Bouton, qui suit depuis maintenant 4 ans les pérégrinations quantiques d'Olivier pour creuser le sujet. Et pas que, puisque tu en as toi-même maintenant, hein, quand même. Voilà, maintenant j'ai mes propres sujets et on va pouvoir bientôt en parler. Ce mois-ci, nous avons pas mal de grains à moudre avec une actualité dense, aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors la première, c'est quand même les 1 an du plan quantique le 21 janvier. Olivier, tu as publié un papier de seulement 15 pages pour C'est faire la le moyenne. point, Ouais. 1 an après son annonce. Donc, est-ce que tu es capable de me le résumer en un seul tweet? C'est pas évident, on me l'a demandé de le faire en 40 secondes, en 1 minute. Bon, Donc qu'est-ce qu'on là, peut dire? C'est pas allez, en évident, hein. 140 caractères. En 140 caractères. Bon, pour faire simple, c'est un plan qui a été lancé il y a 1 an. Il y a quand même pas mal des composantes qui étaient prévues, qui ont été réellement lancées. Un plan pour la recherche, alors on peut rentrer dans les détails, un plan sur la formation, avec un appel à projet qui est en cours, une annonce dont on va parler en détail après, d'une plateforme de calcul quantique hybride, des partenariats internationaux avec des pays comme les Pays-Bas, des startups qui se portent plutôt bien et qui arrivent à se financer, des appels à projets sur la PQC, donc dans la cryptographie, et aussi sur les technologies habilitantes. Donc voilà ce qui a été lancé. Alors après, on Bon. peut faire un deuxième tweet pour voir ce qui ne va pas, mais c'est ce qui a été lancé, ce qui est déjà pas mal. Là, tu nous as déjà fait un thread complet, en fait. Mais c'est bien, c'était quoi? En cours, Ah, tu peux dire que oui, il y a des choses qui ont été faites. bon, Voilà. c'est ce qui est une bonne nouvelle. On espère quand même que ça avance encore un peu vite, un peu plus vite et que ça se structure bien. Et vous pouvez d'ailleurs aussi voir l'interview de Neil Abrou, le coordinateur du plan quantique, dans l'usine digitale. On vous met le lien dans l'article. Alors, on a eu aussi le lancement de la plateforme de calcul quantique hybride le 4 janvier à l'IEGS, l'Institut d'optique. Alors, de quoi s'agissait-il? Eh bien, dans le cadre d'un cofinancement de la France et de l'Union européenne, la centrale d'achat du GENSI va faire l'acquisition de processeurs quantiques, dont le premier sera installé en 2023 au centre de calcul de recherche TGCC opéré par le CEA. Alors, c'est à Bruyères, Le Châtel, en région parisienne. Ils compléteront le supercalculateur Joliot-Curie, donc déjà très belle machine, et cela servira à créer des solutions logicielles hybrides de prototypes associant ce supercalculateur et des processeurs quantiques, à commencer probablement par le simulateur quantique de Pascal. D'autres vont pouvoir suivre, comme a priori celui de Candela, on espère, ça fait du beau monde à mettre en place. Et il y avait aussi beaucoup de beau monde à cet événement, Olivier. Oui, il y avait surtout des représentants des 2 autres centres de calcul hybride européens qui vont se monter en même temps que celui qui se monte en France, celui de l'UMI, qui est en Finlande, et ceux de Jülich CSC, donc le centre de calcul de Jülich en Allemagne, avec notamment Christelle Mikkelsen, qui à la fois gère ce centre, mais est connue pour avoir créé ce qu'on appelle le QTRL, hein, qui est en gros l'échelle quantique du Technology Readiness Level, qui permet d'évaluer la maturité d'une technologie. Et sachant qu'en Finlande, ils vont déployer d'abord un système hybride avec un calculateur a priori à base de supraconducteurs de type IQM. Et en Allemagne, à Jülich, et en France, au CEA, on déploiera a priori un système à base de quantum simulation, donc plutôt une machine de type Pascal, même s'il y aura un appel d'offres. Alors toi, tu animais aussi un panel, hein, Oui, tout avec à plutôt les fait. fournisseurs de qubits ou de technologies, donc avec IQM de Finlande, EQT qui fait des ions piégés en Equity. Autriche, Alpine Quantum Techno, hein, le nom complet. Il y avait des gens avec Philippe Duluc d'Atos, évidemment, avec Pascal, avec Georges-Olivier Raymond. Il y avait des gens du CERN. Côté utilisateur, il y avait des gens de Thales, de EDF, de Terratech, et puis des keynotes de gens qu'on connaît bien, qu'on a reçus dans nos podcasts. Hein. Yordanis Karinidis sur le quantum machine learning. Il y avait aussi Elam Kashefi qui faisait un très bon tour d'horizon de ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie logicielle quantique, ainsi qu'Elvira Chichelina, qu'on connaît aussi et qu'on a aussi reçu, qui présentait ce qui s'était passé dans le hackathon quantique, qui était organisé en octobre. Et puis, cerise sur le gâteau, il y avait l'intervention des trois ministres qui couvrent le sujet du quantique: Frédéric Vidal au ministère de la Recherche, Cédric O pour le numérique et Florence Parly au ministère des Armées. Alors tout ça, ça avait été aussi précédé
par une rencontre en visio la veille, hein, en fait, avec Cédrico, qui était accompagné de Denis Labroue, avec les collègues de ce dernier des USA, du Mhm. Royaume-Uni, du Canada et des Pays-Bas, qui sont disons, les 4 pays avec lesquels Neil essaye de monter un certain nombre de partenariats. Alors, le premier partenariat a déjà été signé avec les Pays-Bas. Il y a eu une sorte de MOU, un Memorandum of Understanding créé de manière générale sur la recherche avec les États-Unis en décembre. À chaque fois, c'est ad hoc, hein. Selon que le pays est dans l'Union européenne ou pas, les typologies des partenariats ne sont pas forcément les mêmes, en fait. Bon, alors Olivier, on a aussi eu plein de financements européens dans le quantique ce mois-ci. Sur 2021, la moisson des ERC Starting Grant a été plutôt bonne. Le pays arrive en première position dans les ERC de cette catégorie, finançant des chercheurs en début de carrière, avec 7 projets financés, soit environ 10 millions de subventions, versus 2 projets pour l'Allemagne. C'est pas mal, hein? Oui, alors ça concerne uniquement les projets sur le quantique, hein. Sur l'ensemble des projets ERC, la France est numéro 2 en nombre de chercheurs qui ont été financés, derrière l'Allemagne, hein, ce n'est pas très surprenant, vu qu'ils sont plus gros que nous, en nombre de chercheurs et en habitants. Ils en ont eu 72 et nous 53. Et on est talonné par les Anglais qui en ont eu 46 et les Pays-Bas qui en ont eu 44. Mais dans ce cadre-là, si on prend uniquement les projets quantiques, que j'ai écumés un par un dans la liste des gagnants, effectivement, on en a 7, les Hollandais en ont 2, et les Allemands et les Anglais, ils s'en partagent 2 chacun. Donc c'est intéressant, ça veut dire que soit on a plus de candidats, soit qui sont de meilleure qualité, soit les deux, j'espère, a priori. Et il se trouve que parmi les récipiendaires de ce financement, qui est de l'ordre de 1,5 million d'euros par chercheur, il y en a quelques-uns qu'on connaît ou que je connais. Ça commence par Audrey Bienfait, qui est du CNRS et de Normal Supplion, qui est dans l'équipe de Benjamin Huard et que j'ai eu l'occasion de rencontrer déjà 2 fois là, en 2021. Philippe Campagne-Barque, qui est à l'INRIA. Jacopo des Nardis, qui est à l'Université de Cergy, qu'on ne connaît pas et qu'il faudra peut-être qu'on visite un jour. Anaïs Mhm. Dréau, du laboratoire Charcoulon à Montpellier, que je connais, qui par ailleurs devient la nouvelle présidente qui coordonne le GDR-ICFA, qui est le groupement CNRS des chercheurs dans les technoquantiques. Il y a aussi Igor Ferrier-Barbu de l'IOGS, hein, de l'Institut d'optique, Emmanuel Furin et Romain Génaud du CEA. Donc ça fait du beau monde Bon. et bien équilibré d'ailleurs entre les 3 organismes de recherche, donc c'est parfait. Donc c'est un bon signe. Alors on a quelques-unes de nos amis comme Pascal Sonnellard et Eline Diamanti qui sont d'anciennes récipiendaires de ces financements à des niveaux divers. Puis Maud Vinet qui avait eu le plus gros financement de l'ERC qui est le Synergie. Lui, il va jusqu'à 14 millions d'euros. Elle avait obtenu ça en 2018 avec Tristan Meunier et Silvano De Franceschi. Alors c'est important de récupérer ces financements parce qu'ils complètent les financements qu'on obtient en France par le ministère de la Recherche. D'accord. Et du coup, ERC, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en fait, ce n'est pas le nom d'un programme, c'est bizarre parce que c'est dur à retenir, c'est European Research Council. Alors, Olivier, on a eu aussi des fusions-acquisitions ce mois-ci et en premier, celle de Pascal avec Q&Co. Alors, c'était une annonce importante le 11 janvier avec la fusion d'un acteur du hardware et celle d'un acteur du software quantique. C'est dans la lignée de la fusion entre Honeywell Quantum Systems et celle de Cambridge Quantum Computing l'été dernier, qui avait engendré la nouvelle entité Quantinuum, qui comprend maintenant 400 personnes quand même. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça? Bah, il se trouve que ce genre de fusion-acquisition, ça donne des envies aux autres, hein. Aujourd'hui, si on prend aussi bien les gros comme Google, IBM ou Microsoft, ou les petits, bah, comme, enfin, je mets Honeywell dans les petits, mais bon, c'est plus petit qu'IBM, eh bien, on voit qu'il y a une tendance à la verticalisation des offres, un peu à la Apple, c'est-à-dire de faire et le hard et le soft. Donc, c'était relativement logique que Pascal, qui en plus développe un type d'ordinateur qui, dans un premier temps, va être un peu particulier, qui est ce qu'on appelle un simulateur quantique, avec des besoins logiciels qui ne sont pas les mêmes que la programmation procédurale quantique classique, c'est logique qu'ils renforcent leur offre logicielle. Donc, il se trouve que Q&Co leur apporte sur un plateau des clients divers et variés dans le monde entier, des filiales déjà installées dans plusieurs pays. Donc, ça leur permettra d'emblée d'être présents au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et j'espère aux États-Unis aussi bientôt. Alors, d'un point de vue pratique, Georges-Olivier Raymond reste le CEO de Pascal, hein, qui est l'entité qui Mhm. absorbe l'autre, hein, et le fondateur de Q&Co va devenir le directeur commercial de Pascal. Il s'appelle Benno Brouwer, donc je pense qu'on entendra parler de lui un petit peu, quoi. Ok. Bon, et puis on a eu aussi Raco. Alors là, c'est du coup une autre acquisition, hein, qui a été faite par
Odyssey Therapeutics, une société de biotech spécialisée dans la découverte de traitements contre les maladies inflammatoires et les cancers. Racco est un spécialiste du quantum machine learning. Là, c'est une quantification d'un acteur qui ne l'est pas encore. On peut dire ça? Oui, oui, et je pense que ça se développera probablement dans d'autres domaines. Alors, il y a beaucoup de sociétés de biotech qui veulent adopter les technos quantiques, modulo le fait que les ordinateurs adaptés ne sont pas encore disponibles et ils veulent s'y préparer. Bah, une des manières de faire, c'est de faire presque une sorte de acquihire, c'est-à-dire d'acquérir des compétences d'une startup qui serait déjà lancée là-dessus, même si elle n'a pas de chiffre d'affaires, même si les ordinateurs quantiques ne sont pas dispo. C'est un moyen pour elle de se mettre d'aplomb et de se préparer à utiliser le calcul quantique quand ça marchera, quoi. Ok. Alors, on va passer à l'actualité scientifique avec des progrès dans les qubits de silicium en Australie. Tu nous racontes tout ça? Oui, alors, ça fait beaucoup de remue-ménage dans la presse, en tout cas dans la presse spécialisée du quantique, hein. Une équipe qui est Mhm. pilotée par un des grands, scientifiques, australiens, du sujet des qubits de silicium qui s'appelle Andrea Morello, en partenariat d'ailleurs avec les Sandia Labs du département d'énergie, qui est un des laboratoires du DOE, qui travaille sur les qubits. Eh bien, ils ont annoncé, une architecture de qubits, assez, compliquée que j'ai du mal à comprendre. En fait, c'est des qubits qui associent ce qu'on appelle le spin nucléaire, c'est-à-dire le spin des noyaux, et pas le spin des électrons, de 2 atomes d'ion phosphore qui sont implantés dans du silicium et le spin d'un Ouais. électron libre qui se balade au milieu. Et en utilisant cette technique-là, ils arrivent à créer des qubits qui permettent de gérer des portes à 1 et 2 qubits et avec une fidélité qui, d'après ce que j'ai vu dans les papiers publiés, a l'air très bonne, hein. Ils obtiennent une fidélité moyenne, bon, de 99,95% pour les portes à 1 qubit. C'est un peu moins bon, mais c'est correct, avec 99,37% pour 2 qubits. Mais il faut bien voir que c'est une fidélité qu'il faut toujours prendre avec des pincettes parce que c'est une fidélité qui est mesurée avec un échantillon où il n'y a que 2 qubits. Donc, ce n'est pas la Mhm. même chose que de mesurer la fidélité d'une porte à 2 qubits quand on en exécute plusieurs sur un grand nombre de qubits. Et là, on obtient en général des chiffres moins bons. Et ils ont une fidélité de 98-95% sur la mesure. Bon, alors, c'est intéressant. Il faut évidemment interpréter ça avec du recul, hein. Les médias scientifiques qui relaient l'info ont l'air de dire ça y est, on a la solution pour faire du qubit de silicium. On a bien vu, notamment avec les travaux au CEA Leti avec Modinex, c'était pas évident, c'était beaucoup de travail. Et conceptuellement, d'ailleurs, cette espèce d'association, ça fait un peu penser au qubit de chat. Alors, c'est pas du tout la même chose, on n'est pas dans des cavités avec des photons, mais c'est intéressant de voir qu'en combinant plusieurs types de matériaux, bah, et en s'appuyant sur des spins nucléaires, peut-être qu'on arrive à avoir des qubits plus stables et plus faciles à contrôler. Ok. Bon, bah écoute, on pourra suivre ça et puis on vous met les liens aussi des papiers un petit peu qui racontent tout ça en parallèle. Alors, on a aussi une équipe de chercheurs internationaux pilotée par le CEA et Patrice Berthet du laboratoire SPEC qui fait des progrès dans les mémoires quantiques à base d'ions d'herbium. L'équipe comprend des UMCNRS, des universités de Paris-Saclay, Aix-Marseille, Grenoble, Alpes, Institut Néel, avec Thierry Chanelière entre autres. Il y a aussi Chimie Paris Tech et Hong Kong, le UK et l'Allemagne. Ça fait du monde hein, Eh oui, pour tout ouais. ça, mais voilà. Et ces mémoires exploitent le spin des électrons, le tout accompagné de publications dans Science Advance et Nature Physics, de quoi bien décommenter, en tout cas présenter tout ça. Est-ce que tu as des petits commentaires à faire là-dessus? Oui, alors c'est des travaux qui datent de longtemps, hein. Ça fait longtemps que Patrice Berthet travaille là-dessus, hein, sur la manière de gérer des spins d'électrons pour faire des mémoires. Et l'intérêt, c'est de faire des mémoires quantiques qui pourraient servir à la fois à des répéteurs dans les télécommunications quantiques et aussi avec un mélange de qubits classiques, hein, de calcul et des qubits de Mmh. mémoire, en fait. Et leur idée, c'est d'essayer de faire en sorte aussi de gérer ces spins de manière à créer des mémoires qui sont interopérables avec des qubits supraconducteurs. Donc, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Donc là, ils ont réussi à mettre au point une technologie. Alors, le détail est compliqué. Ils arrivent à générer des énergies de spin d'herbium qui sont dans le spectre des micro-ondes, sachant que les ions qui gèrent ces informations ont aussi une transition optique à pile poil 1500 nanomètres, qui correspond à la longueur d'onde des liaisons des télécoms. Et donc, ça permet, donc on peut manipuler ce spin de deux manières.
Et le fait qu'il y ait une fréquence en transition optique permet d'imaginer des usages dans les télécommunications quantiques, en fait. Donc, ça permettrait, en théorie, d'après ce que j'ai compris, de convertir les états quantiques entre photons micro-ondes qui viennent de qubits supraconducteurs et photons Mhm. optiques qui permettent de faire des télécoms. Et donc, ça permet d'imaginer des échanges entre processeurs et mémoire quantique. Alors, c'est de la recherche fondamentale, hein, ce n'est pas encore du produit commercial, il n'y a pas de start-up derrière, en tout cas venant du CEA. Et on peut imaginer que ça puisse fonctionner d'un point de vue opérationnel. Alors, il y a un petit détail quand même à avoir en tête, c'est que ça fonctionne à 10 millikelvin. Donc, ça nécessite quand même une cryogénie relativement lourde, hein, parce qu'une cryogénie à 10 millikelvin, c'est de l'hélium 3 et 4, c'est des compresseurs, c'est assez compliqué. C'est un peu une technologie qu'on peut classifier comme une variante des NV Centers, hein, qui permettent aussi de Ok. contrôler des spins d'électrons dans des structures cristallines, mais là avec du diamant au lieu de structures avec de l'herbium qui est mélangé à du tungstate de calcium. En fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, quand tu vois l'actualité scientifique dans les qubits et dans les technologies quantiques, tu te rends compte de l'énorme diversité des options qui sont testées par les chercheurs. Il y a vraiment tout un tas de matériaux qui sont testés. On a vu que IonQ, la dernière fois, ils ont laissé tomber alors j'ai oublié, je crois que c'est le rubidium pour prendre du barium Mm. pour gérer leurs ions. Euh, non, c'est l'ytterbium qu'ils ont abandonné. Ils ont abandonné l'ytterbium pour Oui, prendre du oui, barium c'est pour pour leurs du ions barium. piégés. Voilà. Le rubidium, c'est utilisé par Pascal dans les atomes froids. Donc, enfin, on voit qu'il y a tout un tas de combinaisons d'éléments qui sont testés par les chercheurs et c'est une course sans fin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein d'options. Il y a aussi le carbure de silicium, qui est une autre variante du NV Center, qui est aussi étudiée, notamment en France, au CNRS. Donc voilà, bon, c'est des sujets qu'il faut regarder de près, qui sont loin de la commercialisation, mais qui font partie de Mhm. tout ce travail foisonnant de la recherche fondamentale. Bon, bah écoute, à suivre. On revient sur Quantinuum, dont je vous parlais juste avant dans les fusions-acquisitions, qui améliore le volume quantique de ses processeurs à ions piégés. Il passe à 2048. Alors, ça veut dire quoi, ça, Olivier, passer à 2048? Ben, ça semble un chiffre très élevé, mais 2048, c'est 2 puissance, j'ai oublié, 11, je crois. C'est juste lié au fait qu'ils savent faire fonctionner correctement 11 qubits à base d'ions piégés dans leur processeur, qui s'appelle le H1-2, le H1 deuxième génération. Alors, Mhm. les caractéristiques des ions piégés, c'est qu'ils ont une très bonne fidélité. Et comme ils ont une bonne fidélité, on peut exécuter un grand nombre de portes quantiques d'affilée sans trop subir les effets de la décohérence et les effets du bruit. Et c'est ça qui explique le bon volume quantique. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont capables, avec un benchmark sur lequel, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, avec un benchmark, ils sont capables d'exécuter quelque chose sur les 11 ions en entier et sur 11 portes à la queue leu. C'est ça le côté, c'est ça le volume quantique de puissance 11. Alors, ils ont une fidélité des portes à 2 qubits qui est de 99,77%. Donc, vous voyez que c'est un petit peu meilleur que celle qu'on citait tout à l'heure sur l'histoire des qubits de spin, Ouais. phosphore et compagnie, là, d'Andrea Morello. Et c'est curieux parce qu'en fait, avec 11 qubits, ils ont un quantum volume qui est bien meilleur que le volume quantique des 127 qubits d'IBM, qui, aux dernières données en date que j'ai pu voir, était de 64, c'est-à-dire 6 qubits. Donc, en Mhm. fait, c'est paradoxal. Tu as 11 qubits et ils marchent bien. Et là, chez IBM, tu as 127 qubits, mais il n'y en a que 6 qui peuvent fonctionner correctement ensemble. Alors, par contre, il y a un caveat, comme on dit en anglais, il y a un écueil, c'est que les qubits à ions piégés ne sont pas faciles à faire scaler, hein. Le record, pour l'instant, c'est une douzaine. IonQ prétend en avoir 32 ou 48 selon les jours, mais on n'a pas encore de benchmark correct sur la manière dont ça scale réellement, quoi. Et voilà, c'est qu'on ne sait pas en mettre plein, 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 plein ensemble si facilement. Mm. Euh, ok, alors on continue. Après les tardigrades, voici venir la communication entre le cerveau et des qubits. Waouh! Tiens, tu nous emmènes dans T'aimes la ça, toi? Je science-fiction suis de sûr que plus t'aimes en ça, plus. hein. Ouais. Mais non, parce que c'est des choses qui m'auraient fait rêver avant, mais maintenant je sais que on nage dans la science-fiction totale. Le cerveau pourrait être utilisé pour contrôler un qubit via une interface de type BCI. Des chercheurs ont simulé ce fonctionnement numériquement. Alors, est-ce que c'est du sérieux, Olivier? Bah, c'est un peu comme le tardigrade qu'on avait évoqué la dernière fois. C'est à la fois du sérieux et c'est quand même n'importe quoi, quoi. C'est les deux à la fois.
Parce qu'en fait, les chercheurs qui sont concernés, c'est des gens connus, hein, c'est un certain Eduardo Miranda et Enrique Solano. Alors, ils sont tous les deux OK. connus pour leur recherche et surtout leur position assez loufoque, hein, surtout Enrique Solano, qui est basé en Allemagne, hein, et qui est péruvien d'origine. Alors, ils sont par ailleurs tous les deux aussi auteurs d'un papier sur la musique quantique, comme quoi ils ont un certain éclectisme dans le domaine des techno-quantiques. Alors là, il s'agit de créer un dispositif, moi, qui me rappelle vraiment directement les solutions de contrôle de jeux vidéo par la pensée, avec des électroencéphalogrammes qu'on a vus, je crois, tous les deux au CES. Hein, il me semble qu'on a Mmh. vu ça en 2020. Et sauf que là, au lieu de contrôler un jeu vidéo avec haut, bas, droite, gauche, je ne sais pas quel paramètre on peut contrôler par le contrôle de la pensée, bah là, il s'agirait de contrôler les deux paramètres, qui sont les deux angles, qui régissent un qubit pour le positionner dans sa sphère de bloc. Ça n'a strictement aucun intérêt, en fait. Hein. Ça permettrait certes de contrôler l'état de deux qubits avec deux paramètres, comme on contrôlerait la position au bas d'une manette dans un jeu vidéo, et ce qu'on peut faire aujourd'hui par le contrôle, ce qu'on appelle le BCI, donc Brain Computer Interface. Mais ça n'a aucun intérêt. Tu ne vas pas contrôler l'intrication de 2 qubits avec ce truc-là, tu ne contrôleras pas l'espace de Hilbert qui fait 2 puissance n non complexe de n qubits. Ils font un peu mumus, quoi. Bon, je trouve que c'est pas très malin parce qu'en même temps, ça pourrait soulever des questions d'éthique de manière involontaire et finalement assez déplacée, quoi. Donc, Oui, risquer de bloquer certaines mais choses non, sur le mais sujet quand parce tu vois un que truc comme ça, c'est évident que ça va foutre la merde, quoi. C'est évident que ça va faire peur à certaines personnes, alors que c'est pas très sérieux, quoi. Bon. Mais eh bien bon, oui, mais ils quand on s'amusent. entend que la pensée serait sûrement quelque chose de quantique et que finalement, Non, mais notre âme, ce qui est très important pour reprendre ce que je décrivais, c'est que la oui. communication entre les qubits et le cerveau, elle est classique. C'est-à-dire que c'est le cerveau qu'on barde d'électrodes qui permet de capter qu'on veut monter ou descendre de valeurs. Ce n'est pas très compliqué à faire, ça, on sait le faire depuis au moins 10 ans. Et on Mmh. utilise ça de manière classique pour piloter l'état d'un qubit. Mais il n'y a pas de communication quantique entre le cerveau et le qubit. Quand même, on va se calmer, quoi. Donc, D'accord, bon, tu me rassures. voilà. Mais on Voilà. sait jamais, hein, tu sais, on sait Non, jamais. non, il faut rester Bon, calme. écoute, Faut moi rester moi, calme. au-delà de piloter des drones, moi, j'avais bien aimé changer les couleurs des lampes, par la pensée et changer les chaînes de la télé, même si on pouvait faire que +1 et qu'aux États-Unis, c'est galère parce que quand tu veux repasser de la chaîne 422 à la 1, ça prend du temps. Bah, c'est plus pratique que de Heu modifier l'état d'un qubit qui ne sert à rien, en fait, en tout état de cause. Ouais, voilà, mais bon, on a quand même la télécommande qui est une grande invention. Je me souviens encore de l'époque où il fallait se lever pour aller appuyer sur les boutons des 3 chaînes et c'était vachement plus galère. Alors, on reprend encore plus fou peut-être ou peut-être très réel, un capteur quantique pour détecter le Covid. Alors moi, j'ai une start-up en ce moment qui le fait par, a priori, la reconnaissance par la voix, grâce à une intelligence Mhm. artificielle. Il pourrait détecter le Covid, juste à la voix. Toi, tu as un capteur quantique pour détecter ça. Raconte-moi, je suis Alors, très intéressée. oui, oui, c'est un capteur qui utilise des NV centers, donc des cavités dans les diamants. Alors, si j'ai bien compris, les NV centers se combinent à l'ADN viral et on mesure après, bah, comme toujours avec les NV centers, par simple fluorescence, la présence de l'ADN viral. L'ARN viral, j'ai dit l'ADN, c'est l'ARN viral. Et en fait, mais quand même, il faut toujours se curer le nez avec une tigette, hein, donc ça ne change rien là. Donc c'est toujours aussi désagréable. Mais bon, alors j'ai pas compris l'intérêt du truc parce que il est possible que le résultat, on l'obtienne plus rapidement parce que tu n'as pas besoin d'attendre 10 minutes comme avec la plupart des tests antigéniques aujourd'hui. Mais il faut savoir que ce n'est qu'un projet de recherche du MIT. Et en plus, ils l'ont même pas fait tourner vraiment avec DNV Center, ils l'ont ciblé numériquement. Donc ça montre qu'il faut OK. toujours regarder les petits points, les petits pointillés. C'est comme dans les contrats d'assurance. Recherche, Des cible, astérix. donc ça ne marche pas encore, quoi. Mais bon, voilà. Mais c'est intéressant parce que si ça se trouve, ça pourrait, si ça pouvait se développer avec un produit commercial, avoir des cas d'usage peut-être au-delà du Covid dans d'autres domaines. Donc, why not? Et il OK. faut Bah, s'attendre d'ailleurs à des innovations dans le domaine des NV Center et de la santé dans les capteurs quantiques dans les années qui viennent. Donc, voilà, bon, c'est une prémisse de joli. quelque chose qui deviendra peut-être intéressant. À suivre, en sachant que, en attendant, on n'a plus trop envie d'aller en Chine, encore moins, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais le test ne se fait plus par le nez. Il est montré que c'est plus fiable par le test anal et donc tout arrivant à l'aéroport, a priori, doit y passer. C'est la grande Ah, nouveauté de la j'étais pas semaine au aussi. courant, Tu ne l'as j'étais pas pas au lu courant. celle-là, Je l'ai pas hein? vu Voilà, celle-là, oui, oui. donc le test est plus précis parce que le virus reste plus longtemps présent dans les selles et donc, D'accord. en tout cas dans les parties, voilà. Donc, du coup, la Chine a décidé de faire ce test-là plutôt que celui du nez.
En tout cas, c'était dans la presse cette semaine. On continue, il faut bien rigoler un petit peu au milieu de tous ces sujets sérieux quantiques. L'actualité industrielle, Capgemini se lance dans le quantique en partenariat avec IBM. Leur QLab va promouvoir les études de calcul quantique, mais aussi dans les capteurs et les télécommunications quantiques. Alors, est-ce que tu as des infos là-dessus? Un peu Bah, plus. je n'ai pas d'infos exclusives. Le seul truc marrant, c'est que Capgemini, qui est une énorme boîte de services française, bon, bah, elle va faire appel à ses spécialistes au Royaume-Uni, en Inde et au Portugal pour faire ça, mais pas à des Français. Donc c'est un peu ballot, quoi. Et d'ailleurs, il faut Bon. savoir que Capgemini, bah, ils ont été missionnés par le gouvernement allemand pour étudier les usages du quantum machine learning. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais en gros, il y a quelqu'un qui est dans le gouvernement allemand, s'est intéressé au sujet et il travaille là-dessus. Bon, ça fait partie un petit peu de ce mouvement que je décris dans mon papier sur le quantum hype, là, dont on va parler un jour, bientôt, qui est que bah, tout le monde se met à vouloir faire du business avec le calcul quantique, même si ça ne marche pas encore, quoi. Et donc, il y a aussi de tête, il me semble qu'il y a KPMG qui a un partenariat avec Microsoft aussi dans le même acabit. Donc, en fait, toutes les boîtes de services se mettent à vouloir proposer quelque chose. Donc, j'imagine, elles recrutent des jeunes ou elles font faire par les jeunes existants des études papier sur le quantique. Et roule ma poule, tu fais des études business sur les cas d'usage du calcul quantique dans les entreprises. C'est très à la mode aujourd'hui chez les consultants. Bon. Et est-ce qu'elles sont réalistes, ces études de cas? Bah, très souvent, les gens qui font des études de cas ne regardent pas trop comment ça marche en vrai et avec quel type d'ordinateur quantique ça pourrait fonctionner. D'ailleurs, l'un des moyens de voir que les boîtes de conseil sont parfois à côté de la plaque, c'est quand elles ne font pas la distinction entre le calcul quantique programmable, gate-based, comme on dit, et le calcul quantique à base de simulation. Or, c'est dans ce dernier cas, donc, comme avec la startup Pascal, qu'on pourra probablement faire le plus de choses intéressantes dans le court terme, alors que le gate-based n'est Ouais, pas prêt de d'ici 5 ans. marcher après de marcher de manière utile, hein. On sait que même si pas mal de gens cherchent à créer des algorithmes NISQ, c'est-à-dire qui supportent des qubits bruités existants aujourd'hui, on sait qu'il y en a qui en cherchent, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé réellement des solutions de ce type-là, quoi. Donc moi, je suis assez persuadé que les boîtes de conseil qui sont souvent influencées par IBM et le Gatebase ne regardent pas assez ce qu'il y a à côté, quoi. Et y compris le quantum annealing de D-Wave. Voilà, simulation, simulation, c'est ça qu'on va faire dans les 5 ans. Ne l'oubliez pas. Alors, une enquête diligentée par l'éditeur de logiciels Zapata vient de faire du bruit. Faite auprès de plus de 300 décideurs informatiques dans le monde, dont 10% en France, elle montre que la proportion des entreprises qui s'intéressent au calcul antique croît rapidement. Alors, quel est ce phénomène hype? Ah bah là, on est clairement dans la hype, hein, parce que je crois que dans ce sondage, il y a 70% des DSI qui disent oui, oui, c'est le quantique, c'est vachement important, on va y aller. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que bon, moi, je suis ravi que les directeurs informatiques s'intéressent à ça, hein. C'est logique qu'ils Ah bah, s'intéressent à c'est tous bien les. qu'ils se cultivent sur le Voilà. sujet, c'est Il une faut très qu'ils bonne chose. apprennent, il faut qu'ils regardent ce qui se passe, il faut qu'ils comprennent l'état de l'art, justement, qu'ils soient éduqués pour éviter de se faire balader par les fournisseurs, et en même temps qu'ils étudient la question, parce que ça prendra du temps de s'approprier la technologie. Donc, il faut se former, il faut avoir un minimum d'équipes qui connaissent un peu le sujet, il faut identifier l'écosystème, les fournisseurs, l'état de l'art, voir par quel bout prendre le problème, en tout cas ses propres problèmes business, et puis les appliquer sur les machines qui vont arriver. Donc oui, oui, c'est très utile. Mais par contre, quand on fait une enquête, bah, si on regarde dans le détail l'enquête, on se rend compte qu'il y a des mécompréhensions. Et il y en a deux, moi, qui m'ont fait sursauter quand j'ai lu les détails de cette enquête, qu'on peut télécharger sous forme de PDF. En fait, le premier cas d'usage envisagé par les DSI, c'est les big data et les data analytics. Bon, ça fait un peu désordre parce que c'est justement le truc que l'ordinateur quantique n'est pas prêt de faire. Donc, quand le premier truc que les clients veulent faire, c'est pas faisable, par rapport, par exemple, à la simulation physique ou des problèmes d'optimisation, tu te dis qu'il y a un bug dans le potage, quoi. Et puis, il y a un autre cas de figure, moi, qui m'a bien fait marrer, c'est que 40%, c'est beaucoup, 40%, hein, 41% Mhm. des sondés, bah, ils pensent que le calcul quantique permettra d'obtenir un avantage compétitif pour l'entreprise dans moins de 2 ans. Ah oui, C'est alors là, optimiste, hein, c'est vraiment optimiste, hein. Alors, il y avait un autre chiffre qui sortait de cette étude, c'est que le pourcentage de clients français qui s'intéressaient à la question était plus bas que dans les autres pays. Bon, moi, ça ne me surprend pas parce qu'on a toujours eu ce décalage en France avec les autres pays, notamment les pays du Nord et les pays anglo-saxons. Et ça n'a pas loupé. Bah, les pays du Nord, les Anglais, les Américains et les Allemands, ils s'intéressent plus que nous au sujet. Bon, en même temps, les clients français, ils évitent peut-être de céder trop à la hype. Donc, peut-être qu'ils ont raison, je ne sais pas. ah bah, Mais...
Mmh. Ils sont toujours plus sceptiques et ils rétropédalent toujours un peu plus face à des nouvelles techno, mais Exactement. des fois c'est Donc, bien, des fois c'est pas bien. Bon, là, c'est peut-être ouais. un peu bien. En tout cas, une chose qu'on avait avant les Allemands, c'était un fonds d'investissement, Cotonation. Et là, eh ben, on peut voir que, l'Allemagne crée, il y en a un qui se crée en Allemagne avec 100 millions d'euros. Il s'appelle BlackQuant. Il sera 100 dédié au quantique. Pas de participation encore visible. Est-ce que tu as des petites choses à nous dire, en plus là-dessus? Bon, j'ai creusé avec un ou deux liens de profondeur dans l'histoire, hein. C'était annoncé par The Quantum Insider. C'est un fonds qui est soutenu à la fois par QBN, qui est un petit peu une sorte de lab quantique européen, hein, qui associe des fournisseurs et des clients utilisateurs, d'ailleurs dont VeriCloud, hein, startup française qu'on connaît bien. Et alors un fonds un peu bizarre, une espèce de gestionnaire de fonds qui s'appelle CM Equity, qui Mmh. est intéressé aussi par les cryptos. Alors quand je vois ça, je commence à commencer à avoir le poil qui s'érisse. Et puis il y a des équipes allemandes, slovènes et croates, rebelote. Tu te dis, c'est quoi ce truc? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils disent qu'ils ont 100 millions, mais ils ne disent pas d'où il vient. Ah, et alors, Et sachant si tu peux nous dire que, d'où potentiellement ça ah pourrait venir? bah non, j'ai aucune info. J'ai une Tu petite aucune idée, info? mais j'ai aucune info. Alors, en général, quand tu dis pas d'où ça vient, c'est que tu n'es pas fier de là d'où ça vient. Donc, si tu n'es pas Attends, c'est fier, peut-être parce que c'est encore un peu tôt. oui, bien sûr, ils doivent distiller l'information qu'ils diffusent. Mais alors, ce qui est quand même très étonnant avec ce fonds, c'est que c'est vraiment un copycat de Cantonation. C'est le même positionnement, pure player. C'est le même montant que Cantonation est en train de lever, parce que Cantonation, ils avaient levé 20 au départ, et là, ils sont en train de passer à 100. Et Mmh, à c'est ma bien connaissance, en passé. tout cas, ils veulent faire de l'amorçage et après suivre dans les tickets supérieurs, dans les startups dans lesquelles ils vont investir. Et donc, ils veulent développer l'écosystème européen en particulier. Donc, c'est vraiment un copycat, mais la source de financement, on se retrouvera dans un autre épisode peut-être pour la dévoiler quand ce sera officiel. Mais moi, je m'attends à de l'argent qui est ni chinois ni américain, qui est européen, voire Middle East, il faut voir, mais c'est assez étonnant, quoi. Bon, eh ben, écoute, à suivre. En tout cas, c'est assez intéressant. Ça veut dire un peu plus d'argent qui va être injecté dans les startups du quantique. Alors, des rumeurs selon lesquelles Google pourrait filialiser sa branche sur le calcul quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est une rumeur qui traîne depuis quelques semaines. Là, en fait, tout l'écosystème bruisse d'un truc qui s'appelle Sandbox Quantum, qui d'ailleurs a déjà Ouais. un site web, hein, avec une landing page qui est toute vide. Et en gros, ce serait une partie des équipes de Google qui travaillent sur les techno-quantiques qui se filialisaient. Mais ce n'est pas tout le quantique de Google. Et d'ailleurs, ce n'est pas le quantique de Google qui travaille sur les qubits supraconducteurs qui sont à Santa Barbara. Donc, visiblement, c'est d'autres équipes qui travaillent sur différents sujets. On entend parler de capteurs quantiques dans la santé. On entend parler aussi de time crystals, qui avait fait parler d'eux l'été dernier. Personne ne comprend Ouais. comment ça marche et ce que ça fait et à quoi ça pourrait servir dans un état quantique. Mais bon, une espèce de gloubi-boulga de tout ça qui pourrait éventuellement servir à créer une startup. Et en plus, dans la littérature qui circule sur le sujet, il semblerait que les gens qui veulent créer cette boîte sont un petit peu comme ceux qui travaillent dans la santé. C'est des singularistes, en gros. C'est des gens qui veulent connecter l'homme à l'ordinateur, qui imaginent que les capteurs vont permettre de faire du transhumanisme. Donc, bon, bref. Et puis, il y en a d'autres qui disent c'est juste pour faire du logiciel. Donc, si tu veux, c'est pas clair quoi aujourd'hui. Donc, j'attends un Bon. peu de voir ce que ça va donner pour qu'on en sache un peu plus. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça risque de contribuer à la hype parce que cette boîte, si elle est créée avec un message aussi clair que tout ce que je viens de raconter, c'est quand même pas folichon. Surtout si elle lève beaucoup d'argent, ça risque d'amplifier la hype, peut-être de manière inappropriée. Surtout que tu l'as connu, tu sais, dans la robotique, il y a 8 ans, tu sais, quand Google s'était lancé dans la robotique, quand Google annonce qu'ils vont faire quelque chose, tout le monde, en Ah gros, bah, et oui, ils dit ça y avaient est. acquis, je crois, une dizaine de boîtes, hein, Ouais, dont les fameux, et je ne retrouve plus le nom alors que je ne vois Boston que ces robots Dynamics, qui valent à Boston Dynamics avec de la robotisée avec qui a changé de main 2 fois depuis, hein. dynamique. Ouais, voilà, bah, parce que Boston est ingérable. Voilà, ils avancent très très bien dans les calculs pour que le robot ne tombe pas et fasse des super mouvements, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé l'usage, le cas d'usage excellentissime qui pourrait vendre le truc. En fait, ce qui risque de se passer, Allez, et là comme ailleurs, c'est que en fait, si tu veux, l'argent est gratuit aujourd'hui. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais
En fait, Bah, on est à taux quasiment zéro, donc non, oui, mais c'est quand hyper tu as des taux intéressant. d'intérêt qui sont très bas, qu'est-ce qui se passe? Les fonds d'investissement obtiennent beaucoup d'argent d'investisseurs pour investir dans les startups parce que c'est perçu comme une classe d'actifs qui est intéressante. Résultat, on Mmh. est quand même passé de 300 à plus de 600 milliards de dollars investis dans les startups entre 2020 et 2021. C'est ça d'ailleurs qui explique indirectement pourquoi la French Tech a plus d'unicornes Oui, qu'on est et passé de 5, c'est quoi? 5 à 10 milliards, hein, pour ouais, un la peu moins de France, 5 à 11 milliards dans les mêmes proportions qu'au niveau mondial. Donc, en fait, on a ce phénomène-là. Résultat des courses, beaucoup d'investisseurs sont à la recherche de projets un peu disruptifs, un peu innovants, quitte à pas forcément regarder trop dans les détails scientifiques parce qu'ils n'en ont pas forcément les moyens. Et donc, résultat des courses, des projets assez loufoques peuvent se faire financer sans trop de difficultés. Alors, si en plus, c'est des équipes de Google qui se lancent, ça peut amplifier le phénomène, quoi. ouais, mais bon, avoir plein de projets, différents qui pourraient ne pas marcher, des fois, ça fait des ingrédients qui se mélangent et on Oui, pourrait tout à avoir fait, une tout à belle fait. On surprise. va Il voir, on va faut voir, on va voir. c'est bien d'essayer aussi. Soyons positifs. Alors on va terminer l'émission sur des contenus. En premier, il n'y a pas qu'Olivier Zrati qui écrit des bouquins avec plein de pages. Alors il n'est pas arrivé à 800, 392 pages, mais c'est un livre gratuit sur le calcul quantique qui a été lancé aux USA par un physicien, qui s'appelle Thomas Wong, j'imagine, Introduction to Classical and Quantum Computing. Voilà, ça complète un peu ce que tu as fait en fait, donc c'est pas mal. C'est pas mal, oui, oui. Je me Donc, demande d'où il a eu l'idée de faire un bouquin gratuit. Mais je l'ai on se lu, demande, ouais, ouais, on comprend je l'ai- toujours pas pourquoi tu le fais toi. oui, oui, bah, je l'ai tu peux quand même l'acheter sur Amazon maintenant, mais bon, j'en avais vu quelques dizaines. Ouais, mais c'est en version Mais papier. c'est la version en ligne qui est la plus téléchargée. Et là, j'ai dépassé 3000 et quelques téléchargements en anglais, ce qui est quand même pas mal. Mais non, c'est bien que des physiciens fassent de la vulgarisation. C'est la grosse vulgarisation. Je crois qu'ils vulgarisent encore plus que mon bouquin. Donc, mais plus orienté C'est logiciel. très bien, il faut. Ouais, ouais. Il faut, hein. Et puis aussi, alors là, très, très vulgarisé parce que très orienté grand public, par l'ami Jérôme Colombin, l'émission Objectif Quantique, une émission qui serait mensuelle, voilà, qui est vraiment destinée au grand public et qui est diffusée sur 01net et sur YouTube. La première émission, je crois que tu peux nous en parler un petit peu. Il y avait pas mal d'invités qu'on connaît déjà très bien. Oui, oui, bah, les 3 premiers invités, c'est des gens qu'on connaît super bien. Jacques-Charles Lafoucrière du CEA, bah, justement, qui pilote la plateforme de calcul hybride à Bruyères-le-Châtel. Louis-Paul Henry de la startup Pascal, dont on a quand même pas mal parlé. Et puis Valérian Guez, qui est le CEO de Candela. Alors, et puis, il y avait des journalistes que je découvrais, que je ne connaissais pas, Gilbert Callenborn et Adrien Branco, bah, qui vulgarisaient à l'extrême ce que c'est que l'ordinateur quantique. Et bon, bah, on espère qu'ils nous écoutent, hein, pour s'informer et qu'ils lisent ma prose, parce qu'il faut suivre, hein. C'est pas évident de suivre le quantique, Oh, hein. écoute, Voilà. on sait que Jérôme nous suit très, très souvent en tout cas. Et puis, on va terminer donc sur un dossier Lumière et matière du numéro spécial trimestriel de la recherche de janvier-mars 2022, qui contient notamment des articles d'Alain Aspect, Eline Diamanti, Sébastien Fandini, Sarah Ducci, Nicolas Treps et Pascal Senelard, encore eux. Entre autres, il y Donc a d'autres voilà. chercheurs, mais c'est ceux qu'on connaît Il bien. y en a d'autres, mais c'est ceux qu'on connaît bien. Donc des articles de vulgarisation, c'est ça? Alors oui, mais c'est la recherche, hein. C'est pas Science et Vie, c'est pas la presse informatique. Donc c'est des articles de vulgarisation qui sont très bien écrits. J'ai notamment appris beaucoup de choses en lisant celui de Pascal Senelard, qui pourtant fait que 2 ou 3 pages, hein, sur les sources de photons qu'elle développe. Que 2 ou 3 pages, Olivier. Ah bah 2 ou 3 pages, Tout mais le bien monde ne fait denses. pas 20 pages. Oui, mais 2 ou 3 C'est pages bien. bien denses, 2 ou 3 pages bien denses au format de la recherche. Alors, ça permet de découvrir aussi des physiciens moins connus, comme Alberto Amo de l'Université de Lille, Benoît Boulanger de l'Institut Néel, Riyad Haïdar de Polytechnique, Pierre-François Coadon du LKB, Yves Sortet, Thierry Lépine et Jean-Jacques Greffet de l'IOGS, qui sont des auteurs des autres papiers qui traitaient finalement de l'optique quantique, en fait, de lumière et matière. Donc, c'est un beau dossier. Je vous le recommande si vous voulez développer votre culture scientifique autour des photons et notamment de ce qu'on appelle la lumière quantique, en fait, en gros, quoi. OK.
Eh bien, écoute, merci Olivier. On arrive au bout de cette émission, encore très riche et très dense. Et puis, on se retrouve dans un mois pour la suite de l'actualité quantique. Et d'ici là, comme d'habitude, hein, portez-vous bien. C'est le plus important en ce moment. À la Salut! prochaine. Bye bye.